Védrine Bauer, chargée de mission innovation au sein du pôle DREAM, eau et milieu, qui est un membre fondateur du pôle de compétitivité de la filière de l'eau, France Water Team. Et je suis également chargée d'affaires pour le programme Pivot, dont la plateforme Prime du BRGM fait partie. Et la plateforme Prime est également partenaire du projet européen Water Test Network, qui est l'objet de ce webinaire. Donc, je suis accompagnée par Christophe Mouvet, chasseur d'innovation pour la France du projet européen Water Test Network et qui est également le coordinateur du programme Pivot. Donc, nous vous remercions pour votre présence. Ce webinaire a pour but de vous présenter le projet européen et l'opportunité de financement de l'innovation proposée par le réseau qui est à destination des PME innovantes dans le domaine de l'eau. Donc, après une présentation par Christophe Mouvet, il y aura des témoignages qui permettront d'illustrer l'accompagnement que les experts du BRGM ont réalisé auprès de ces deux entreprises donc françaises, donc Fonto de Vivo et Clearia. Donc voilà. Donc ce webinaire durera au total 1 heure avec un temps d'échange à la fin où je poserai les questions qui auront été mises dans le chat, dans les conversations en bas à gauche. Et vous pourrez également activer votre micro pour poser vos questions en direct. Donc, je vous rappelle que le webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay. Je vais laisser maintenant la parole à Christophe pour la présentation. Merci Stéphanie. Merci à tous les participantes et participants. Je remercie en particulier Stéphanie d'avoir bien assuré la partie organisation, notamment la partie informatique et connectique, qui n'est pas tout à fait dans mes cordes. Donc, on va vous occuper pendant 3/4 d'heure, 1 heure, pour vous présenter différents aspects très pratiques, logistiques, concrets de ce projet européen financé par des fonds interrégionaux de l'Europe Nord-Ouest. Donc, ce webinaire est consacré au projet qui s'appelle Water Test Network, qui, comme son nom l'indique, cherche donc à créer un réseau de centres de tests pour tout ce qui touche au domaine de l'eau. Et l'objectif étant, effectivement, de pouvoir accélérer la mise sur le marché de vos produits avec une série de partenaires qui sont donc à la fois belges, français, allemands, néerlandais, anglais, on va y revenir. Petit rappel sur la structure du webinaire. Donc, la connexion a été faite, merci à ceux qui sont présents. Il y a peut-être quelques participants en plus qui voudront se connecter plus tard. Pendant le premier quart d'heure, je vais essayer de vous présenter en gros les objectifs des centres de test et le principe des bons de soutien qui sont l'ossature même de ce programme Water Test Network. Ensuite, je passerai avec un accent un peu particulier sur le centre de recherche, centre de test et la plateforme pour vous exposer les types d'expertise et les outils dont on peut vous faire bénéficier. Ensuite, nous passerons à une phase, je pense, qui peut être particulièrement intéressante, très concrète pour vous, les PME. Quelques exemples de projets qui sont financés, aussi bien au Royaume-Uni que dans d'autres parties du partenariat, et les 2 témoignages que certaines PME ont accepté de nous donner, et je les remercie par avance, donc aussi bien M. Monnier pour Fonto de Vivo et M. Nanteuil pour Clearia. 4e partie importante également, c'est de vous présenter en détail les modalités de candidature, en vous expliquant un peu le cahier des charges, ce à quoi vous devez vous attendre si vous voulez postuler, les étapes, les durées, le contenu, et puis ensuite une série de questions et réponses. Sur ce projet, les points forts, ce qu'on cherche surtout à faire, c'est de vous permettre d'accélérer la mise sur le marché et d'outils innovants dans le domaine de l'eau, au sens large. Le petit SL a toute son importance, c'est vraiment au sens large, on y reviendra, mais ne vous auto-censurez pas, tout ce qui touche au domaine de l'eau est potentiellement éligible. Pour aboutir à cet objectif, donc, a été créé dans ce projet un réseau transnational de différents. Le réseau transnational, il y en a donc 14 qui sont répartis dans 5 pays. Donc la photographie de la carte à droite vous montre les pays membres du consortium. Le Royaume-Uni, avec un nombre important de centres de tests essentiellement en Écosse. Les Pays-Bas, notamment la partie nord des Pays-Bas, avec 2 centres de tests. Les Flamands, avec 1 centre de test. L'Allemagne, avec 1 centre de test. Et nous-mêmes, BRGM, la plateforme Prime à Orléans, le BRGM étant donc le partenaire unique français de ce programme, qui, comme l'indique la zone en vert pâle ou jaune de votre écran, implique la partie nord-ouest de l'Europe,
On arrive maintenant aux différents types d'eau, comme je l'ai évoqué, donc au sens très large, aussi bien eau souterraine qu'eau de surface, eau potable ou à potabiliser, eau de mer, eau du secteur industriel, que ce soit agroalimentaire ou plus industriel, eau usée urbaine, eau de domaine hospitalier, et par eau aussi, on peut par exemple inclure les boues de stations d'épuration. Important relevé dans la diapositive suivante, c'est qu'on est amené dans ce projet à se focaliser sur des produits innovants qui sont quand même dans des niveaux de maturité compris entre 4 et 8, on va y revenir, éventuellement niveau 9, donc un produit qui est déjà disponible sur le marché, mais dont le projet Water Test Network permettrait de valider des modifications suffisamment importantes pour ouvrir à la PME un nouveau marché. Donc, accent prioritaire sur 4 à 8, mais éventuellement jusqu'à 9 s'il y a vraiment raison de soutenir un produit qui aurait perspective d'un nouveau marché. Pour certains d'entre vous qui ne sont peut-être pas familiers avec cette terminologie qui date d'un certain nombre d'années, c'est TRL, version anglaise, Technology Readiness Level. Résumé, Water Test Network n'est pas là pour aider les PME qui en sont simplement à l'idée de base. Il serait peut-être bien d'eux, non. Il faut au moins que la technologie, l'outil, le produit ait fait une preuve expérimentale de faisabilité, de réalité, pour arriver au TRL 4, qui est de passer à une première validation en laboratoire, donc système simplifié, mais quand même se rapprochant de ce que la PME veut voir tester. 5 et 6, c'est validation, démonstration. Là, la nuance est parfois un petit peu subtile en environnement réel. Donc là, on n'est plus en train de se dire un système hyper simplifié en conditions très simples. On se rapproche, par exemple, du site industriel ou du milieu que l'on veut étudier. Et TRL 7 et 8, comme vous l'imaginez bien, là, on n'est plus seulement à une démonstration d'une technologie, mais d'un prototype. Donc là, on a besoin de quelque chose qui existe concrètement et qui va être soit testé, développé, validé en environnement opérationnel. Et le 8 et 9 sont vraiment quand le système est complet, par exemple, y compris la centrale d'acquisition ou du transfert de données par Internet. Et le 9, où on va rarement, c'est vraiment quand le système est totalement complet, déjà sur le marché. Donc retenez bien cette gamme de validité, de maturité des choses que vous souhaiteriez nous soumettre et qu'on est évidemment prêt à soutenir autant que possible. On a parlé donc sur la carte de l'Europe de l'Ouest d'un certain nombre de centres de tests. Quelques diapositives pour vous montrer un peu concrètement en quoi ressemblent ces centres de tests. Ils sont mobilisables aussi bien pour des analyses en laboratoire que pour de l'expérimentation en conditions réelles. De gauche à droite, par exemple, un système de colonnes multimétriques utilisé au BRGM pour simuler des écoulements d'eau en eau souterraine. Au milieu, une station d'épuration qui peut être utilisée comme centre de test aux Pays-Bas. À droite, en haut, un autre site en Écosse, avec également plutôt une problématique eau usée, station d'épuration. Et en bas à droite, une deuxième illustration du type d'environnement expérimental de validation qu'on peut offrir à prime au BRGM. Dans le site Internet qui a été créé pour ce projet européen, vous pouvez retrouver une description détaillée de chacun des centres tests. L'adresse à taper dans votre navigateur est bien lisible. Vous arrivez sur une page assez facile à identifier, elle est recopiée en bas en copie d'écran. Vous pouvez choisir en fonction du type d'eau ou en fonction du lieu, le type de test auquel vous voudriez pouvoir accéder. Et à partir de là, vous pouvez plus facilement décliner et faire voir en détail les renseignements que chaque centre test a fournis sur ces caractéristiques. Par illustration, nous avons choisi de prendre un exemple écossais. Donc, ce que vous pourrez trouver si vous balayez l'ensemble rapide, 2-3 minutes par centre test, vous savez eux se présentent comme des dans le domaine des eaux usées, municipales, avec des technologies qui vont notamment depuis l'échelle pilote jusqu'à la des points de vue analytique, des systèmes relativement simples, et par contre, ils peuvent être en partenariat avec des laboratoires accrédités pour des analyses plus sophistiquées que eux ne peuvent pas faire. Vous trouvez à droite le type de niveau de maturité technologique que eux sont les plus confortables à utiliser et à valider chez eux, de 4 à 8, avec potentiellement une extension au niveau 9, comme je l'ai tout à l'heure évoqué. Quelques illustrations maintenant plus concrètes de leur dispositif. On voit très bien le contexte de station d'épuration avec les bassins de décantation, boue activée, etc. Et dans chacune de ces descriptions de centres test, vous pouvez télécharger plus d'informations, y compris jusqu'à des niveaux de détail, de savoir quel ampérage, quel voltage, combien de nombre de lignes, est-ce qu'il y a une climatisation ou pas. Donc des renseignements très détaillés sont disponibles pour chacune de ces structures.
Je passe maintenant à la plateforme Prime, qui est un de ces centres tests. Vous me pardonnerez d'en parler un peu plus en détail, mais c'est parce que je la connais le mieux, notamment parce qu'elle est au BRGM. Une plateforme qui a été développée dans le cadre du grand programme Pivot, qui était un programme largement financé par la région Centre-Val de Loire, avec des fonds régionaux et des fonds européens, des fonds FEDER. Une plateforme qui a visé surtout à nous faire avancer dans la remédiation, l'innovation au service de la méthodologie environnementale. Les thématiques sont assez larges, essentiellement comme un accès sur la dépollution et le contrôle, le monitoring, avec des polluants aussi bien classiques que des polluants émergents. Notre focus au BRGM est assez naturellement sur les eaux souterraines, mais qui inclut évidemment leur matrice solide, donc sol, sous-sol, sédiments. On est très amené à travailler dans des problématiques de développement et de validation, notamment de capteurs ou de procédés de dépollution, et des TRL de 3, 4 à 7, donc à nouveau depuis la preuve du concept bien réalisé, jusqu'à des prototypes testés en environnement opérationnel. Les principaux moyens que nous avons sont une halle expérimentale qui fait une surface utile de 800 m², répartis en différents types de laboratoires pour différents types de problématiques, et des outils expérimentaux, pilotes dans notre langage, qui sont multi-échelles, et tout ce qui va autour de ces pilotes pour les faire tourner. Enfin, en ressources humaines, toute une série d'équipes de projets qui peuvent vous aider depuis la conception jusqu'à la valorisation de votre produit, de votre activité, sur des thématiques aussi bien physico-chimiques que microbio ou hydro au sens général, avec OBRGM, avec notre statut EPIC, une bonne sensibilité, une bonne capacité à vous accompagner pour les thématiques de propriété industrielle et pour les éventuels appels au crédit impôt recherche. En plus détaillé, quelques illustrations donc, des différentes échelles auxquelles on peut travailler pour vous. On les a classés par taille vraiment des outils que l'on met à disposition. Le submétrique, c'est la première photo à droite, c'est par exemple des colonnes que l'on peut mettre en œuvre en triplicat pour vous donner une idée de la variabilité de votre système, pour notamment étudier la réactivité et le transport de polluants dans des sections submétriques. En dessous, un objet beaucoup plus gros qui lui à l'échelle métrique, on l'appelle Lab Bio, comme laboratoire de biologie, qui fait en gros 1 m3, qui peut permettre des suivis en continu du transfert d'eau, de potentiel redox, de polluants, avec éventuellement un couvert herbacé qui est ajouté en haut du système. À plus grande échelle, là c'est quand même un outil qui demande lourde réflexion d'être mis en place. C'est un pilote plurimétrique qui lui fait plusieurs dizaines de mètres cubes de volume, qui permet essentiellement d'étudier des transferts dans des sections relativement grandes, donc vraiment pour simuler des conditions naturelles réelles, puisqu'il est scindable en 4 modules, chacun des modules faisant quand même encore 38 mètres cubes. Sans entrer dans le détail, c'est un outil très sophistiqué, donc très sophistiqué, permet de faire beaucoup de choses, mais nécessite des questions très bien posées et des moyens relativement importants. Il est notamment muni de toute une série de points d'accès qui permettent de suivre à tout moment, dans tout le volume du système, ce qui s'y passe en termes hydro, physico-chimie ou microbiologie éventuellement. Avec également un capocère pour des manips voulant impliquer une composante végétale. La plateforme Prime, outre ce que j'ai montré comme pilotes expérimentaux, est également associée à toute une série de laboratoires d'analyse qui sont dans le BRGM, qui peuvent faire quoi? Toute une série de cations et d'anions majeurs, mais également une très large palette de micropolluants inorganiques et organiques, dont des polluants émergents, et également un fort pôle de microbiologie. Dans quoi Prime et ses laboratoires associés peuvent-ils œuvrer? Dans des matrices liquides et solides. Comment? Pas uniquement, je dirais, parce qu'on croit qu'on sait faire, mais on s'efforce d'avoir les techniques analytiques expérimentales agréées COFRAC. Et en termes de gamme de concentration, par exemple, on peut travailler de l'ultra-trace, donc de PPT si on parle surtout en matière solide, ou de nanogrammes par litre, jusqu'à des minerais si on raisonne en termes de pourcents ou de polluants vraiment très très fortement présents dans certains milieux. Et volant complémentaire qui peut intéresser certains d'entre vous, également à la fois de compétences humaines et matérielles en métrologie de terrain. Quelques exemples de projets innovants qui ont été réalisés au sein du BRGM dans l'équipe Prime, indépendamment du projet Autotest Network, mais qui donne une illustration de ce que l'on peut faire dans le cadre Autotest Network. Actuellement, on est en train de valider avec une équipe CNRS et de l'Université d'Orléans un laboratoire spécifiquement développé pour éliminer des produits dégradés de cet herbicide dans des eaux destinées à la consommation humaine. On a également été impliqué très largement dans le développement et la validation de capteurs et d'échantillonneurs passifs pour surveiller des métaux lourds ou des polluants organiques dans les eaux souterraines. Sur l'aspect dépollution, également, on a largement œuvré avec différents projets qui soient ANR, ADEME, européens ou fonds régionaux ou fonds propres BRGM
sur des projets de dépollution de sol et d'eau souterraine, également à la fois avec des éléments traces métalliques, arsenic, sélénium ou autres, des insecticides et des produits organiques, ne fût-ce que les hydrocarbures pétroliers ou des produits plus denses que l'eau. Enfin, on a aussi une équipe qui est très au point sur l'application et développement de bioindicateurs microbiens du potentiel de dépollution, en particulier dans les sols, sous-sols et eaux souterraines. Après cette introduction relativement détaillée des principaux centres tests disponibles, on rentre dans la partie maintenant plus spécifique Test Network en vous décrivant en quelques diapositives préliminaires comment l'ensemble du projet s'articule, quelles sont les principales étapes qui peuvent vous être proposées et que nous vous aidons à franchir. La première, c'est de passer à une pré-évaluation de votre technologie ou de votre outil, de votre procédé, appelez ça comme vous voulez, qui consiste en un dossier qui tient en 2 pages, assez facile, tout à l'heure on vous l'illustrera, qui est l'étape 1. Bon, projet européen oblige, désolé, toutes les terminologies sont en anglais, y compris les formulaires, mais c'est de l'anglais technique très simple à comprendre, donc je ne pense qu'il n'y a aucune difficulté. Donc, étape 1, stage 1, première évaluation globale de votre niveau de maturité et de ce que vous voulez faire. À partir du moment où ce stage 1 est accepté, il y a un dossier d'étape 2 qui est plus lourd sans être extrêmement compliqué à remplir et qui, s'il est agréé, vous donne accès à un des centres de test ou à plusieurs. Il n'y a pas du tout exclu que votre demande soit nécessairement à satisfaire en faisant appel à 2 des centres de test. C'est même plutôt privilégié si c'est opportun. À la suite de ça, l'ensemble du projet, donc le centre test qui vous accueille, avec vous évidemment comme apport et partenaire, rédige un rapport de validation qui peut vous servir de carte de visite pour vous aider à la mise sur le marché. Cet ensemble d'aides que vous pouvez recevoir a un plafond d'aide maximum de 50 000 €. On va détailler ça tout à l'heure plus en détail. On appelle ça le... Alors, ce financement, que couvre-t-il? Eh bien, il va couvrir essentiellement ce qui va être fait en termes d'essais, de validation dans un des centres tests. Le temps de personnes du BAGM ou de Bones en Écosse ou du partenaire allemand ou du partenaire belge, ces ressources humaines, elles sont prises en charge par l'aide que le projet apporte, de même que les analyses et les consommables divers que la validation de votre outil peut nécessiter. L'important qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce projet ne bénéficie quand même d'un fonds européen qu'à hauteur de 60%. Chacun des partenaires qui vous accueillera dans son centre test prend à sa charge 40% du coût qui est pris en charge sur son budget propre. Donc évidemment, chaque partenaire a quand même un certain droit de regard sur ce qu'il va prioriser comme chose à faire chez lui, puisqu'il y met quand même 40% de la somme estimée du coût du test, avec un plafond absolu de 50 000 €. En bon à valoir, qu'on appelle bon pour l'innovation, Innovation Voucher dans la terminologie anglaise du programme. Ce qui est par contre à la charge de la PME, et ça me semble assez naturel, c'est que c'est à vous de fournir le matériel à tester, de l'amener sur le site, de passer peut-être 1 jour et demi, 2 jours sur le site pour nous accompagner. Donc, frais d'hébergement sans votre charge. Et ce n'est pas le projet qui va prendre le temps que vous devez passer pour nous aider au bâti du dossier et au suivi des tests. En dehors de ces bons pour l'innovation, qui sont donc eux vraiment ouverts au fil de l'eau, tout à l'heure on va aussi y revenir, une autre porte d'entrée pour bénéficier de cette aide financière, ce sont les défis, les challenges, où on a fait remonter par toute une série d'utilisateurs des différents pays partenaires du domaine de l'eau au sens très large, des problèmes. Quel est le problème que, par exemple, Suez ou une petite société de distribution d'eau ou une grosse station d'épuration aux Pays-Bas voudrait voir un peu dégrossi ou bien réglé par ce projet? À ce moment-là, ce qu'on cherche, ce sont des solutions innovantes. Donc là, il y a une compétition parce que plusieurs PME répondent à la même question, au même problème. Le projet a prévu de lancer 5 de ces challenges. 2 ont déjà été lancés et sont clôturés. Pour vous donner une première idée, le premier challenge était sur le traitement des boues d'épuration, essentiellement pour diminuer leur teneur en eau. Donc là, on retrouve le terme eau et le terme boue. Le deuxième challenge, qui a été aussi clos il y a maintenant quelques semaines, visait à éliminer et détecter les produits pharmaceutiques dans les effluents aussi bien hospitaliers que les stations d'épuration. Le troisième challenge qui a été lancé récemment, qui reste ouvert jusqu'au 1er septembre 2020, c'est de faire venir vers nous des PME qui auront des innovations intéressantes pour éliminer les composés perfluorés, qui sont maintenant quand même une source importante de problématiques, notamment en eau souterraine. Ouvert jusqu'au 1er septembre 2020. Quelle est la récompense de ces challenges? C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le même principe que les bons pour l'innovation, c'est-à-dire que la PME qui est sélectionnée se voit accueillie dans un centre test pour avoir de la part du centre une aide financière équivalente à 50 000 € maximum, plus une ACH promotion qui
qui peut être faite par le réseau de la PME, de son produit. Notamment, par exemple, dans le cadre de 2020, on a prévu qu'au stade de Polytech à Lyon en 2020, la PME lauréate du 3e challenge et notamment les 2 autres, on s'arrangera pour qu'ils aient une plateforme pour présenter leurs produits. Quelques exemples de projets, et nous passerons après au témoignage. Donc, je pense que j'ai 2 ou 3 projets, 2 projets seulement sur la partie écossaise. Pour des raisons diverses, ils ont été plus réactifs que l'ensemble de partenaires, donc ils ont commencé un peu plus tôt. Un des projets, par exemple, qu'ils ont testé chez eux, c'est de voir comment un procédé d'oxydation avancée permettait de traiter des lixivia de rejet industriel. Ce qui a été fait donc, par mettre à la disposition de la PME son infrastructure. Donc, les 2 photos en bas vous donnent une idée de la taille des choses qui peuvent être faites actuellement. Ce n'est pas toujours aussi gros que ça, mais bon, ça ouvre de larges portes qui ont permis de tester par la PME son outil, sa technologie, dans un environnement vraiment opérationnel, puisque arrivait dans son outil une dérivation des eaux de la station d'épuration. Alors, est-ce que c'est primaire, secondaire, ça reste à voir, et donc de vérifier l'efficacité du système. Le test a duré environ 8 semaines et il est actuellement en phase de rédaction du rapport final. Sur le même type de site, mais déjà à une échelle plus petite, vous voyez en bas à droite le cylindre, il fait à peu près 1 mètre cube. Là, c'est une PME qui a proposé une technologie très innovante de microalgues pour éliminer du phosphore dans des effluents primaires décantés. Donc la même chose, le centre test offre à disposition les mètres carrés avec les contraintes de sécurité, d'accès, de gestion des effluents, pour faire entrer dans ce système qui était jusqu'à présent pas testé à l'échelle métrique, et faire un suivi, prélèvement, monitoring, pour voir effectivement quelle est l'efficacité réelle de l'élimination du phosphore pour que la PME ait une preuve venant d'une tierce partie. Donc la PME avait fait des tests à petite échelle dans l'apport du projet Water Test Network. Il y a le changement d'échelle, il y a l'optimisation des conditions justement en passant à cette échelle sur une durée qui, dans ce cas particulier, a été quand même de 17 semaines. Donc ça peut être des tests qui prennent une assez longue durée. On va maintenant passer à ce qui est le plus franco-français pour le moment. C'est quelques témoignages d'entreprises que nous avons pu accompagner jusqu'à présent au sein de ce projet Autotest Network, qui sont venus vers le projet soit via des contacts directs avec le BRGM, soit par une action de démarchage de promotion comme au titre de Dream, soit au préalable par un webinaire antérieur. Donc il y a différentes voies d'accès qui ont amené ces partenaires chez nous. 2 entreprises dont on parle tout à l'heure et qui prendront la parole. Photo des Vivo, donc, dont le but principal en termes de produits de démarche est de fournir, notamment pour les contextes de crise humanitaire, des systèmes de production d'eau potable pour usage manuel, familial ou scolaire, petite communauté, dans des conditions extrêmes. Donc on parle là de pas de courant, pas d'électricité, température élevée, eau dégueulasse et aucune infrastructure pour suivre le système. Et un autre type totalement différent de procédé qui est en train d'être finalisé comme test chez nous, donc entreprise Clearia, où là, l'objet est de valider un capteur en ligne pour l'arsenic dans les eaux impotabilisées ou des eaux qui sont déjà rendues potables et dont on veut suivre la qualité. Fonto des Vivo, donc le système qu'ils nous ont demandé de tester, donc, et qui a passé le Stage 1 et le Stage 2, puisqu'ils ont gagné le droit de venir chez nous. Orisa, donc, comme je l'ai évoqué, c'est un système de production d'eau potable dont les caractéristiques techniques tout simples, c'est effectivement de travailler en ultrafiltration, garantissant une eau de très bonne qualité, mais avec comme spécificité un usage manuel en conditions extrêmes, ce qui nécessite d'avoir des outils qui sont robustes, simples, fiables, bon marché, avec une manutention qui est optimisée lorsqu'il faut l'amener sur le terrain, le récupérer ou l'entretenir. Donc, dans le cadre de Fonto des Vivo, plus spécifiquement, qu'est-ce que va être l'apport de Water Test Network via notre plateforme Prime? C'est de valider par le BRGM, tierce partie reconnue assez largement, je pense, pour son objectivité et son expertise, certains des points clés du système pour permettre à Fonto des Vivo d'avoir un plus gros argument de vente. Donc, ce qu'on va faire, et on le verra tout à l'heure très brièvement, c'est préparer tout un lot d'eau en entrée du système que l'on va volontairement, de manière contrôlée, charger en matière en suspension et en bactéries, avec un suivi des mesures de turbidité et d'un paramètre microbiologie, de simuler un usage en conditions réelles, avec des mesures assez répétitives de la force appliquée manuelle pour être sûr qu'on ne monte pas trop en effort à demander à l'utilisateur, mesurer la chute éventuelle de débit en sortie et suivre
les matières en suspension et les bactéries en entrée et en sortie pour bien vérifier effectivement que ça marche très bien. On a également prévu de faire ça pour 2 ou 3 systèmes différents pour tester la robustesse des résultats et on clôturera ça par un rapport d'étude. On a maintenant une petite vidéo qui a été produite par Fonto de Vivo avec un partenaire extérieur dans le cadre d'un reportage sur FR3. Orisa, c'est le nom de ce purificateur d'eau. Fini les installations compliquées et imposantes, ce petit appareil est autonome. Il fonctionne sans électricité et on peut le transporter facilement. Quant à son utilisation, elle est très simple. On va chercher de l'eau à la source, quelle que soit l'eau de surface en quelque sorte. Il suffit de brancher le robinet. Ça s'adapte à n'importe quel contenant. Et puis il suffit de pomper, vous avez 120 litres d'eau à l'heure juste par simple action manuelle. Et en fait, elle est très bonne. Mais alors comment fonctionne Orisa? Grâce à une technologie qui utilise des membranes. Les membranes, il faut s'imaginer des pailles avec des trous qui sont extrêmement fins, tellement fins qu'ils ne laissent pas passer le plus petit des virus. Donc vous pompez, l'eau passe au travers de la membrane, mais les virus, les bactéries, tout ce qui est pollution biologique reste à l'intérieur et donc vous permet de purifier l'eau instantanément. Première vidéo qui vous illustre ce qu'est Orisa, pendant que Stéphanie fait les différentes manipulations nécessaires pour vous passer la deuxième petite vidéo qui va être très courte et qui franchement est très artisanale. Je l'ai prise hier soir, c'est seulement hier que m'est venue l'idée de vous la présenter, qui va vous montrer très concrètement, je dirais, le type de test que le met en œuvre pour ce type de projet, avec effectivement, je dirais, une mise à disposition de personnel de surface et d'outils qui sont très adaptés, très façonnément mis au point. On la remontre. Notre objectif, c'est le bas à gauche, qui va vous apparaître assez laiteux. Donc là, volontairement, on a mis une charge d'argile très fine pour simuler une charge importante. On a un système d'agitation avec un moteur séparé. Le collègue est bénévole pour le moment. Il pompe. Et puis en sortie, on a un bac de même acabit dans lequel on fera le prélèvement pour mesurer en continu la turbidité résiduelle, le nombre de bactéries résiduelles, et notre collègue aussi sera amené à appliquer une mesure de force qu'il applique sur la poignée pour, en fonction du temps, voir si effectivement le colmatage entraîne une pression qui deviendrait excessive. Bon, voilà, pour illustrer très simplement le genre de choses tout à fait à façon que nous pouvons proposer. Monsieur Monnier, est-ce que techniquement vous pouvez prendre la parole pour nous faire un petit peu part de votre retour d'expérience, la démarche, la logistique, ce que vous pensez du projet, si vous voulez bien? Quoi dire pour nous, l'intérêt de travailler, en l'occurrence avec le BRGM, c'est de pouvoir donner. Enfin, évidemment, c'est un intérêt commercial, hein, tout d'abord parce qu'on va pouvoir expliquer à nos clients qu'on a fait des tests et ce sont des tests indépendants et des tests faits par un organisme réputé. Mais c'est un intérêt, je dirais, parce que ce que l'on cherche à faire aussi, c'est pousser nos purificateurs à leurs limites, déterminer le mieux possible leurs limites, afin de ne pas se retrouver avec des clients qui auraient acheté des produits qui finalement pourront pas les satisfaire parce qu'ils auront une eau à traiter qui sera trop compliquée à traiter pour notre purificateur. Et ça c'est essentiel pour nous parce que c'est très compliqué d'envoyer nos purificateurs à l'autre bout du monde, surtout pour les urgences humanitaires. Ça coûte très cher. Et si au final l'utilisateur, le client, qui est l'ONG et l'utilisateur, qui est la personne qui a besoin d'eau potable, ne sont pas satisfaits, ça peut, d'un point de vue business, c'est extrêmement mauvais. Et puis d'un point de vue humain, c'est doublement mauvais parce qu'on a apporté des solutions qui ne sont pas adéquates. Donc pour nous, ça a vraiment. Alors ça peut paraître sur la petite vidéo très très peu technique, mais en fait c'est vraiment crucial, je pense, nous, pour pas seulement pour le démarrage, mais pour le bon lancer de notre produit. Ok, merci Monsieur Monnier. Ce témoignage est de première main, donc on vous en remercie. Effectivement, capter les choses que nous étions amenés à faire pour vous. Je reprends, si vous voulez, maintenant le fil normal de la présentation en passant à l'autre PME que nous sommes en train d'accompagner. Claria,
Donc là, le système est tout à fait différent. Ils l'ont appelé Panda. C'est un capteur microfluidique. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Et l'objectif est de permettre de suivre actuellement l'arsenic, mais plus tard d'autres éléments traces métalliques ou métalloïdes, puisque métal le sens premier du terme, dans les ressources en eau destinées à la consommation d'eau potable ou aux eaux distribuées. Ce qui a motivé la PME et qui a retenu l'attention du comité de Water Test Network comme objectif et innovation du produit, c'est de ne pas nécessiter de préparation de l'échantillon, qui est une chose très intéressante pour un usage intensif, notamment sur le site, d'avoir des limites de quantification qui sont suffisamment basses pour répondre à des besoins réglementaires et qui est également un faible coût, vu quand même que maintenant d'autres analyses existent qui peuvent être faites à des coûts. À nouveau, quel va être l'apport du programme Water Test Network via notre plateforme Prime dans l'objectif de Clearia? C'est tout à fait la même chose, c'est validé par une tierce partie des points clés du système. Là, ce qu'on a fait clairement avec M. Nanteuil, qui prend la parole dans 30 secondes, c'est de définir d'abord ensemble quelles étaient les choses qu'il fallait le plus faire pour que Clearia y trouve son compte, entre guillemets, en s'axant tout à fait sur une norme européenne très stricte que chaque capteur qui prétend venir sur le marché doit pouvoir remplir. C'est notamment des questions très précises sur les limites de quantification, sur la linéarité du système, sur les effets d'interférents. Qu'est-ce qui se passe si en plus de l'arsenic, j'ai beaucoup de fer, de plomb ou de sulfate? Donc ça, on l'a défini en détail et on va étudier très en détail un ensemble de combinaisons sur ces paramètres. Et comme la chose très importante en termes de plus-value qu'apporte notamment le BRGM, c'est de comparer les résultats avec des méthodes standardisées, très sophistiquées, donc assez coûteuses, voire très coûteuses, d'ICP-MS, donc à la fois également sur des échantillons naturels, d'eau de surface et d'eau souterraine, et sur des effluents miniers. Et à la fin de ce travail, nous passerons, comme tout à l'heure pour Fontenay Vivo, à un rapport d'étude. Alors, si M. Nanteuil veut bien nous faire part aussi rapidement, enfin, il le veut, si c'est un peu plus long, de son retour d'expérience dans la phase actuelle, ce serait avec plaisir que je l'écouterai, et vous aussi, j'espère. Avec plaisir, merci beaucoup Christophe. Donc effectivement, comme vous l'avez mentionné, la première chose sur laquelle ce qui nous intéressait, c'était d'obtenir quelque chose, une tierce personne, qui plus est renommée, pour notre technologie. Et je pense que pour nous, c'était vraiment capital parce qu'on est sur un marché où on veut aller vers la détection d'éléments traces, où il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites par d'autres solutions, ou alors il faut aller chercher dans les specs des concurrents, les petits astérisques qui vont dire nous, c'est validé dans notre laboratoire par une personne entraînée dans de l'eau ultra pure. Ce qui finalement n'est pas du tout l'utilisation qui va être faite après. Donc nous, notre première idée, c'était de nous servir de cette validation faite dans le cadre de ce réseau, nous en servir comme un argument commercial. C'est là qu'on est venu. Après, il y a eu une autre plus-value qu'on n'avait pas vue dès le début, c'était que, clairement, moi, j'avais loupé le fait qu'il y a eu cette nouvelle norme européenne qui sorte. Donc voilà, une plus-value, c'est que on a profité, pour le coup, de la veille et de l'expertise du BRGM pour nous permettre d'avoir des éléments clés comme cette norme qui vient de sortir et qui, pour nous, si on arrive à aller au bout et qui doit être un premier pas vers une certification ISO, c'est extrêmement important pour nous. Et ça nous a fait gagner beaucoup de temps, pour le coup, de connaître cette norme et également que Christophe ait pu effectivement faire toute la campagne de mesure à partir de cette norme. Donc nous, ça nous a fait gagner beaucoup de temps et je pense que ça va la rendre beaucoup plus impactante. Quoi dire d'autre? Et après, nous, ce qu'on a apprécié, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Christophe, c'est extrêmement rapide. La phase numéro 1, c'est 2 pages, mais très rapide. La deuxième phase est un peu plus long. On a eu plusieurs échanges avec Christophe, mais très sincèrement, ça a plus été de la latence de notre côté, nous, Clearia, pour savoir où recaser les différentes choses. Mais donc, globalement, on n'a pas commencé, mais entre la veille, l'expertise du BRGM, les discussions avec les experts qui ont pu nous donner des idées d'ouverture vers d'autres cibles potentielles, déjà rien qu'à ce stade-là, on a déjà gagné quelque chose, nous, Clearia, même sans avoir effectué les tests. Donc vraiment, je vous invite à candidater. Merci Clément. Je tiens à associer mon collègue de Poitiers, Jean Riard, qui a aussi pas mal discuté et échangé avec l'équipe de Clément à Clearia, apporte notamment l'expertise effluent minier que je n'avais pas. Donc, effectivement, le BRGM a aussi à son arc, je dirais, les cordes d'avoir des gens en région qui apportent des marchés potentiels auxquels peut-être nous n'aurons pas pu penser. Donc, merci, M. Nanteuil.
Je continue maintenant pour la partie plus formelle, je dirais. Donc, un nouveau merci aux deux PME, M. Monnier, M. Nantais, vraiment tout nos remerciements. Ce sera avec plaisir qu'on continuera à vous accompagner aussi loin que possible. Avant d'initier votre candidature, il est important, voire c'est vital, que vous preniez contact avec moi-même, dans la mesure où je suis donc pour le projet Autotest Network, qu'on a appelé le chasseur d'innovation, en fait, la personne qui est le point d'entrée pour discuter avec vous de votre projet, juger son innovation, son adéquation par rapport à l'objectif du programme, et définir en première vos besoins techniques, de quel test avez-vous besoin, quel type d'analyse, quel type de livrable. Je suis au BRGM, mon numéro de téléphone, vous l'aurez rapidement, et l'adresse mail est classiquement l'initiale du prénom, le nom de famille, puis @brgm.fr. c.mouvet@brgm.fr. Revenons-en à ce que M. Nantais vous a quand même brièvement laissé entrevoir et que j'avais dit aussi en début d'exposé. Donc, 2 phases à la candidature. La première étape, c'est un formulaire qui fait maximum 2 pages, qui fait l'objet de ma part d'une évaluation et d'un rapport officiel que je transmets à l'ensemble du programme. Il ne vise en fait qu'à 3 choses. Vérifier, et c'est vous qui vous engagez, c'est pas moi qui m'engage, que vous êtes bien une PME. C'est-à-dire que vous avez bien un effectif limité à un peu moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires de moins 50 millions d'euros, en faisant attention au fait que si vous êtes une filiale ou partie d'un holding, c'est l'effectif global de la maison mère ou du holding en termes de salariés et de chiffre d'affaires qui va prévaloir. Ça peut être trouvé très regrettable, je le regrette, mais notamment, je tenais à vous en avertir parce qu'on est allé assez loin dans les discussions avec un candidat avant d'avoir confirmé que malheureusement, ils étaient bien filiales d'un groupe dont l'effectif total ou le chiffre d'affaires ne permettait pas d'émarger au projet Autotest Network. Donc, c'est vraiment PME au sens strict du terme. Deuxième critère qui est à vous de vérifier, et c'est vous qui vous engagez, c'est que vous devez signer un papier qui atteste bien que vous n'avez pas reçu une aide sur fonds publics avec la technologie de minimis de plus de 200 000 euros sur les 3 dernières années fiscales. Je pense que la plupart des PME françaises remplissent ces 2 critères très facilement. Le plus important en termes techniques, c'est qu'effectivement, vous veniez vers nous avec une vraie innovation. Je dirais, le fil à couper le beurre ou les avions renifleurs de l'époque de Chirac, de Giscard d'Estaing ne sont peut-être pas tout à fait les bienvenus. Et ça amène à soit un go ou un no-go pour passer à la deuxième phase. Ce document est disponible sur le site du projet sans aucune difficulté. Quelques copies d'écran, pas très lisibles, mais c'est pour vous montrer le nombre de petites cases qu'il y a à remplir très rapidement. Il y a la date de soumission, le nom de la PME, le pays, l'adresse, l'email, une description du produit en maximum 400 mots. Et quand même, on vous demande d'avoir pris le temps de vérifier que, effectivement, vous savez quel type de test vous voulez, proposer le choix du centre de test qui vous paraît le plus important. Donnez ainsi sur le que vous visez en termes de marché. Comme je l'ai évoqué, cochez une case qui vous engage. On ne vous demande pas à ce stade-là de le prouver, mais vous prenez un engagement évidemment formel que vous êtes bien une SME et que vous n'avez pas eu, PME, pardon, et que vous n'avez pas eu plus de 200 000 euros de fonds publics sur 3 ans. Du moment où ce dossier de phase 1 est accepté, et franchement, il peut être rapide à remplir et l'acceptation peut être très rapide, on entame la phase 2, qui elle est un dossier qui peut prendre 4, 6, 8 pages avec des annexes où sera décrit le plan de test, qui est à rédiger à l'initiative de la PME, mais dans laquelle le chasseur d'innovation, en l'occurrence moi-même, s'implique largement, très largement. Aussi, on va également tout à l'heure avoir des copies d'écran qui le balayent rapidement. Il faut prouver quelle est l'innovation. Donc, par exemple, venir avec un TRL qui est au moins de l'ordre de 4, donc un minimum de données, de résultats déjà acquis sont demandés. Il faut préciser en discussion avec moi et d'autres les tests qui vous sont nécessaires et pour faire quoi. Là, il faut évidemment que vous ayez été voir le catalogue des plateformes. Une analyse de risque. On ne va pas se lancer dans une étude sans savoir, tiens, qu'est-ce qui peut ne pas marcher? Et si on a tel souci, quel est le plan B pour y remédier? Donc, ça, c'est devenu classique dans la conduite de projet. Ce qui est évidemment important pour vous, PME, mais pour nous aussi, qui allons quand même mettre de l'argent avec vous dans le dossier, c'est quels sont les impacts économiques, sociaux et environnementaux de votre innovation. On espère évidemment qu'elle a pour vous ou pour d'autres partenaires un impact économique significatif. Au niveau sociétal, elle va faire du bien à la société et que son bilan carbone est positif plutôt que négatif. Et quel marché vous visez avec, si possible, un chiffrage étayé. Ne nous vendez pas la lune de ce que peut être effectivement les marchés que vous allez atteindre grâce à ce saut de validation que nous pouvons fournir. Important à savoir, cette étape 2, contrairement à la première, elle nécessite l'accord de 3 personnes. Donc, le porteur qui vous accompagne, donc moi-même,
mais c'est lors d'une réunion plénière avec 2 autres experts choisis parmi les partenaires du projet, donc hollandais, écossais, allemands ou belges, qui ont effectivement jugé l'ensemble du dossier, lui accorder une note sur 20, et à partir d'une certaine note, c'est un go. Il reste notamment à voir si l'ensemble du budget demandé est alloué ou pas. Jusqu'à présent, les dossiers qui ont été soumis comme un go n'ont pas fait l'objet d'une réduction du budget qui avait été demandé, dans la mesure où ils ont tous été bâtis de manière raisonnable par et la PME et le chasseur d'innovation. Ces documents pour la phase 2 sont également disponibles sur le site. Je les balaye rapidement. Pour trouver dans la partie 1 exactement la même chose, administratif, adresse, nom, etc. Très, très simple. En deuxième partie, décrivez votre produit, votre innovation, comment vous l'appelez, donnez-nous quand même des infos sur le niveau de maturité, la case 2.2, TRL level, dites-nous sur quel centre test vous voulez aller et pourquoi. La partie 3, qui elle peut être assez précise et doit l'être même et très en phase avec le centre de test, c'est d'écrire précisément l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Avec quelle méthode voulez-vous qu'on le fasse? Quels moyens ça implique, etc. En plus, après, la main revient surtout à vous de préciser les marchés potentiels que vous visez, que ce soit industriels ou utilisateurs finaux. La partie 3.3, c'est analyse de risque. Qu'est-ce qui peut mal tourner? On anticipe différentes choses et montrer aussi que vous, la PME, et nous, le centre de test, avons bien imaginé quelque chose au pluriel qui peut mal tourner et qu'on a une solution qui est ceci ou cela. Le point 4, c'est de vous demander de convaincre, avec des éléments quand même concrets si possible, quel est l'avancement que votre technologie ou votre outil, votre procédé permettra de faire par rapport à ce qui existe sur le marché. Et le secteur 5, c'est également à vous, la PME, d'alimenter, de nous fournir une illustration de l'impact économique ou plus largement sociétal, environnemental, que vous espérez voir. En fait, un truc tout simple, de nous préciser pour des indicateurs d'efficacité si vous êtes venu vers nous via ce webinaire, par exemple, via LinkedIn ou autre chose. Avec ça, je dirais, le dossier de phase 2, il est réglé. Il est soumis à ce comité d'experts qui se réunit tous les 15 jours. Donc, la soumission du projet. Au-delà de ça, on arrive à la troisième étape. Le soumissionnaire reçoit une lettre officielle d'acceptation ou de refus, argumentée. Et à ce moment-là, la balle revient, je dirais, dans le camp spécifique de la PME et du centre de test. Pour préciser, si nécessaire, le cahier des charges, exactement finaliser le chiffrage des coûts, les calendriers, etc. Et si nécessaire, si la PME le souhaite, passer à un contrat spécifique, notamment couvrant la propriété intellectuelle entre la PME et la plateforme ou le laboratoire. Je souhaiterais insister aussi sur le point que le BRGM en ma personne et via l'aide de Dream et Stéphanie sont les points d'entrée de vos dossiers, mais il peut très bien se faire qu'après examen, on vous encourage à prévoir plutôt de faire votre test sur une station d'épuration en Écosse, pas chez nous. Donc, soyez bien conscient que le BRGM a beaucoup de cordes à son arc, mais on ne peut quand même pas faire le grand écart et on cherchera à vous identifier la plateforme qui répond le mieux à vos besoins. Et honnêtement, vu comme la diversité des partenaires, il y a beaucoup de choses qui peuvent être rendues éligibles pour peu qu'on les présente correctement. Le calendrier des événements, chose importante également à savoir, qui je pense est une bonne chose pour une dynamique type PME, c'est que c'est au fil de l'eau, donc vous n'avez pas une date butoir à vous dire il faut que je l'ai rempli pour le 21 juillet 2020. Vous avez au moins jusqu'au 1er août 2021 pour avoir soumis votre candidature. Je vais évoquer la phase 2 qui est la plus go, no go avec une application financière. Elle peut être à cadence bimensuelle. Et une durée du processus qui franchement dépend de vous. Si la PME est très proactive, qu'elle a déjà, quand elle vient vers nous, bien mûri, qu'elle a pris le temps de regarder le site, de se préparer au dossier Stage 1, ça peut être très rapide. Le dossier de phase 2 également et les tests à développer peuvent être rédigés en quelques semaines si chacun y met de son côté l'énergie nécessaire. Et après, la phase de sélection est assez rapide. L'expérience montre actuellement qu'avec divers imprévus, indisponibilité de l'un ou de l'autre, aller-retour, on peut compter sur une durée moyenne de 4 à 6 mois entre le premier contact via la phase 1 et l'accès à un des centres de test. Il est évident que les 5 mois qu'on vient de passer ont largement allongé cette période, mais le projet et le secrétaire du programme est tout à fait conscient du fait que, notamment Covid, et si ça revenait en automne, cette durée serait allongée sans que personne ne soit mis en cause ni pénalisé. Alors, si vous êtes intéressé par cette opportunité de financement, sur le site que vous trouverez sur le lien Internet, vous pouvez directement prendre rendez-vous pour des
rencontres personnalisées, des B2B. N'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit par téléphone. Également, dès à présent, très rapidement aussi, quand le webinaire sera téléchargé sur le site, vous pouvez le retrouver, et les informations plus détaillées sur le financement, les documents, les centres de test. Vous trouvez dans cette diapositive les liens vers les sites. Nous vous remercions et espérons que ce financement pourra vous aider dans le développement de vos innovations, facilitera l'accès au marché de vos innovations. Donc, comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous personnalisé. Donc, soit avec Christophe pour des questions scientifiques et techniques liées à ce financement et pour initier votre candidature, soit auprès de moi pour échanger sur vos démarches d'innovation. Vous pourriez être accompagné, par exemple, par le Pôle Dream ou la Fédération France Water Team. Donc, n'hésitez pas. Et donc, comme dit précédemment, le support de ce webinaire, donc le PDF sera disponible, ainsi que le replay sur le site du Pôle Dream et sur le site web du programme Pivot.